Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle formation du World Tour. Il nous en reste plus que deux, donc si vous avez bien compté, c'est pas UAE, donc c'est la Trek. Aujourd'hui, deuxième équipe américaine du World Tour, après EF Education Post. On va revenir sur la saison 2022 de cette formation, on parlera également des coureurs à suivre, du maillot, qui change un peu. Alors vous allez voir, le maillot est assez inédit. Avec deux faces qui ne sont pas de la même couleur. C'est, je trouve, assez intéressant ce que tente de faire la Trek. Je pense qu'ils sont un peu inspirés de ce qu'avait fait Cofidis, mais c'est encore plus étonnant que la Cofidis l'année dernière. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas également à mettre la petite cloche. N'hésitez pas également à aller voir la playlist si vous avez raté des vidéos. Je rappelle qu'il y en a 3 par jour. Je t'ai marqué dans les commentaires, mais je crois que je l'ai jamais dit en vidéo. C'est 17h, 19h, 21h. Non, je ne l'ai pas dit en vidéo parce que normalement, je devais mettre un pause dans l'onglet communauté et j'ai pas le temps de le faire. Donc voilà, 17h, 19h, 21h tous les jours. 3 vidéos par jour pour parler de cyclisme. Et puis n'hésitez pas à aller voir EPS 2.0 Spotify, sur Spotify et TikTok. On va y arriver. On commence tout de suite, on vient sur la saison 2022 de la Trek. Eh bien, j'ai toujours le même sentiment avec cet effectif. Ça ronronne. Alors vous avez des coureurs qui s'expriment très bien, l'excellente saison de Mats Pedersen, Lopez également qui a été très bon. Enfin voilà, vous avez des coureurs qui s'en sortent. Et puis il y a d'autres coureurs qui passent complètement à côté de leur saison, qui n'ont pas des résultats fantastiques. C'est-à-dire que bon, vous avez comme une équipe qui a des bons sprinters. Il n'y a pas que Pedersen, il y a Berasturi, Moschetti, les deux sont passés à côté. Berasturi l'a assez peu vu. Au final, Moschetti, ça a été encore pire. Et je trouve que c'est une équipe qui a souvent tendance à passer à côté. C'est-à-dire que l'équipe a eu des très bons coureurs dans cet effectif. Je pense, même Nibali, par exemple. Nibali a fait des meilleures saisons avec Astana qu'avec Trek. Cette équipe, elle n'arrive pas à faire... tout le monde n'arrive pas à s'en sortir dans cette formation. Et je trouve qu'il y a des coureurs qui souvent passent à côté dans cette équipe et que cet effectif, c'est quand même pas le plus petit budget de World Tour. Alors c'est sûr que maintenant ça fait plus partie des plus gros. Mais voilà, je trouve que ça ronronne. Je trouve qu'il y a des coureurs qui passent à côté. Enfin, je sais pas. J'ai toujours le même sentiment avec cette équipe. Chaque année, je me dis, oh, ça aurait pu être mieux. Et malgré le fait que là, Pedersen fait une bonne saison, et voilà. Mais je me dis à chaque fois que collectivement, ça aurait pu être mieux. Vous avez des individualités qui fonctionnent très bien, mais collectivement, cette équipe prend assez souvent l'eau. Et ça manque de collectif, je pense. L'effectif est pas mauvais, mais ça manque vraiment au niveau collectif aujourd'hui du côté de la Trek. Et c'est bien dommageable, parce que ça leur fait passer à côté de bons résultats. Je pense, où parfois il s'écroule complètement. Et ça, c'est bien dommageable. Du côté des top résultats, il y a eu notamment la 10e place de Juan Pedro Lopez sur le Tour d'Italie. Alexander Arcom qui a pris la 3e place de la Bretagne Classique. Mathias Kelmose, 3e du Tour de la Provence, vainqueur du Tour du Luxembourg. On a eu également la 7e place de Jasper Stuyven sur Paris-Roubaix. On a eu la 6e place sur Milan-San Remo de Mats Pedersen. La 4e place de Bauke Mollema sur la Classica San Sébastien. 5e place sur l'Amstel pour Alexander Kamp. Et puis les 2 victoires et la victoire au niveau du classement du maillot de meilleur sprinter pour Mats Pedersen. C'était sur la victoire, sur la Volta, il y a même eu 3 victoires d'étape. J'en avais oublié une sur le total, et puis Stuyven, 4e de Goma-Galgan. Voilà, vous voyez, les résultats sont pas mal, sauf que quand vous regardez un petit peu l'effectif, il y a des coureurs que vous vous dites, mais je ne l'ai pas vu de la saison, ce coureur-là, dans l'effectif. Bon, Moschetti, par exemple. Bon, Simon Pello, mais il y a eu la Covid. Mais Tom Skuns, on l'a assez peu vu dans l'effectif. Cataldo, par exemple. Brandbia, il est passé un petit peu à côté. Et c'est dommageable parce que je pense que c'est une équipe qui pourrait faire mieux, vu l'effectif qu'elle a. Mais elle a du mal à trouver également en termes de recrutement, par exemple, je trouve une équipe qui a toujours un petit peu du mal. Le recrutement de Trek est rarement dingue.
Voilà, on se dit rarement ah putain ils ont fait un bon coup sur le marché des transferts. C'est assez rare qu'on se dise ça quand même de la Trek. Voilà, c'est une équipe qui est moyenne à chaque fois au niveau du. Enfin voilà, je trouve que par rapport à la qualité de l'effectif, cette équipe devrait faire mieux. Voilà, c'est mon avis. Point barre. Voilà. Et oui, les résultats sont pas mal, mais ça pourrait être vraiment mieux. Par exemple, le Tour de France, il n'est pas dingue. C'est pas un très grand Tour de France qu'a fait la Trek, hein, et je trouve que voilà, parfois sur certaines courses, ils passent complètement à côté. Alors oui, sur d'autres, ils font des grands résultats. Le Giro, la Vuelta, ça a été très bien, mais même sur les classiques flandriennes, sur les grosses, ils sont pas là. Paris-Roubaix, Tour des Flandres, ils sont pas là. Par contre, Milan-San Remo, oui. Classica San-Sébastien aussi. Tour de Lombardie, ils sont pas là non plus. Donc voilà, c'est un effectif qui est surprenant, c'est une équipe qui est surprenante au niveau de ses résultats. On poursuit avec le classement du nombre de victoires. Donc l'UCI, déjà le classement UCI par équipe en 2022, la Trek finit 12e. Donc donc derrière la Movistar, juste devant Arkea. Il y a 150 points d'écart. Ils sont dans la deuxième partie de tableau, c'est-à-dire les équipes qui ont récupéré 7000 points ou moins sur la saison. Voilà, ils sont dans une. Ouais, ils sont dans la troisième partie de tableau. Je dirais que la deuxième partie de tableau, c'est entre Intermarché et Movistar. Et eux, c'est au début de la troisième partie de tableau. Donc avec les équipes qui ont du mal à récupérer beaucoup de points sur la saison, ou des équipes qui ont bien démarré mais qui ont eu du mal à un moment, ou des équipes qui ont des effectifs qui ne sont pas forcément nickel chrome. Ça veut dire qu'ils ont soit des bons sprinteurs mais pas de grimpeurs, l'exemple notamment de la Lotto, au niveau des effectifs qui ne sont pas très homogènes. Le classement CQ Ranking, vous savez le classement du nombre de victoires qui est sur le site de CQ Ranking, et bien du côté de la Trek, on est 13e avec 20 victoires. C'est au niveau de la Groupama FDJ. Notamment, c'est juste derrière la Groupama FDJ, c'est devant la Movistar, devant Israël, devant la Total, devant Arkea. Donc voilà, c'est pas mauvais, c'est pas non plus dans les tops équipes. Voilà, c'est moyen. Cette équipe est le synonyme de Trek, c'est moyen. Voilà, au niveau collectif, c'est moyen. On passe au nombre de victoires sur l'année 2022. Elles sont au nombre de 19 plus une point coureur qui n'avait pas le maillot de la Trek ce jour-là. Alors c'était sur une course danoise, le Tour of Funen, remporté par Mats Pedersen, mais il n'avait pas le maillot de la Trek ce jour-là. Et puis sur les victoires avec le maillot de la Trek, la première étape de l'étoile de Bessèges pour Mats Pedersen, la quatrième étape du Tour de la Communauté de Valence pour Matteo Moschetti, Mats Pedersen qui a ensuite remporté la troisième étape de Paris-Nice et la première et la troisième étape du Tour de du Tour de la Sarthe, la deuxième étape du Tour international d'Hélas pour Moschetti, le Tour de Hongrie, l'étape numéro 5 pour Antonio Tiberi, Giulio Ciccone qui a remporté la 15e étape du Tour d'Italie, Mats Pedersen qui a remporté la première étape du Tour de Belgique, le championnat de Lettonie du contre-la-montre pour Tom Skuns, Mollema qui a remporté le championnat du contre-la-montre des Pays-Bas, le championnat de Lettonie sur route pour Emil Lippins, et Alexander Kamp qui a remporté le titre de champion du Danemark. 13e étape du Tour de France pour Mats Pedersen, puis la 13e, 16e, 19e étape du Tour d'Espagne pour Mats Pedersen encore, le contre-la-montre du Tour de Luxembourg et le classement général final pour Mathias Skelmose, le Danois. Donc voilà, encore des victoires, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de 2-1 dans les résultats, et surtout des 2-1 où il n'y avait pas forcément énormément de World Tour. Je pense au Tour d'Hélas, même le Tour de Hongrie, ce ne sont pas les épreuves qui récupèrent le maximum d'équipes World Tour. Donc voilà, encore une fois, c'est moyen. C'est dans la moyenne de beaucoup d'équipes du World Tour. C'est pas catastrophique, mais c'est pas non plus exceptionnel de la part de cette formation. Et on s'aperçoit que Mats Pedersen a quand même énormément aidé en termes de nombre de victoires l'équipe américaine. On passe aux victoires par saison. 19 victoires, c'est le même score qu'en 2021. Le meilleur résultat était en 2011, année de création de l'équipe avec
25 victoires. Et puis en 2020, il y avait eu 10 victoires. En 2019, 11 victoires. C'était en 2020, la plus mauvaise année pour la Trek. Du côté des transferts, 5 départs pour 3 arrivées. Parmi les départs, nous avons Gianluca Brambilla et Matteo Moschetti qui rejoignent Q36.5. Alexander Camp lui rejoint Tudor Pro Cycling avec Simon Pello. Et puis Jacob Egholm qui rejoint Restaurant Suri, Karl Raz. Du côté, donc une équipe continentale, du côté des arrivées, nous avons Naël Tesfacion qui rejoint la drone, qui vient de la Drone Hooper Androni Giocattoli, Mathias Vasek également qui arrive, et puis Thibaut Nice qui vient de l'équipe baloise Trek Lions. Qui est une équipe de cyclocross, je crois, non? Ils sont aussi en continental, parce qu'on les voit en cyclocross, notamment chez les filles. Oui, c'est une équipe Pecro, donc ça doit être pro cyclocross, je pense, mais qui a également quelques résultats sur des épreuves belges, notamment 2 victoires de Timonis sur la Flèche du Sud, le général et l'étape 3. C'était l'année dernière. Voilà. Équipe qui, en 2023, oui, est également dans la même division. Voilà. Ce sont les équipes pro de cyclocross. Voilà. On poursuit. Oui, notamment, il y a Toon Arts et son frère qui sont dans cet effectif. Voilà. Vous savez que je ne suis pas à la saison de cyclocross, donc forcément, à des moments, il y a des petits manques au niveau des connaissances. Du côté de la Trek, en 2023, eh bien, nous avons 29 coureurs. C'est moins que les 33 de l'année dernière en fin de saison. Parmi ces coureurs, le plus jeune, qui est Thibaut Nice, a 20 ans, avec Mathias Vachek. Le plus âgé étant Dario Cataldo, qui a 37 ans. Parmi donc l'effectif, nous avons beaucoup de coureurs quand même qui ont 30 ans ou plus. Ça reste un des petits soucis de cet effectif, même si ils ont quand même un peu rajeuni, il faut le dire, avec le départ notamment de Brambilla. Et puis les coureurs qui ont 25 ans, qui ont moins de 25 ans, pardon, ils sont 10, notamment avec pas mal de talents comme Quinn Simons, Tiberi, Scalmose, Baroncini également, ou Tesfacion, Danoule aussi, qui lance les sprints. Donc il y a pas mal de renouvellement dans cet effectif depuis l'année dernière surtout. Et pas mal de coureurs âgés qui sont partis dans cette équipe également. On passe aux coureurs à suivre. Du côté des coureurs à suivre, moi je commence avec Quinn Simons. Pourquoi Quinn Simons? Vu la performance qu'il a fait avec Van Aert sur le Tour de France, pas mal de fois en échappé. Alors ça a rarement été une réussite pour lui, mais il a eu également un rôle d'équipier. 4e à Mosalpes, ça c'était sur le Tour de Suisse où il a remporté le classement de la montagne. Vainqueur également du classement de la montagne sur Tirreno Adriatico. 7e de Strade Bianche, 7e de la Drôme classique. Abandon au GPE3 Gand-Wevelgem et Wevelgem. À chaque fois je le prononce mal, hein, vous le savez, c'est mon petit souci. Et à travers les Flandres également. Saison avec peu de jours de course. Alors ça c'est un 51 jours de course, qui n'est pas énorme pour un coureur qui n'est pas foncièrement leader. Et puis surtout peu de jours de course après le Tour de France. Mais même il y a des trous dans sa saison. Après, à travers les Flandres, il ne reprend qu'au mois de juin, mais il était aussi sur 3 abandons d'affilée. Donc je ne sais pas s'il n'avait pas eu des soucis physiques à ce moment-là. Dernière année de contrat chez la Trek. Du côté de Quinn Simons, moi je pense que quand tu arrives à tenir la jambe à Van Aert pendant 50 bornes, c'est que tu as quand même un petit talent. Tu as une bonne endurance, c'est un bon baroudeur pour moi, Quinn Simons. Le souci de Quinn Simons, c'est déjà c'est un coureur qui est un petit peu impétueux, je dirais, en termes de caractère parfois. Et puis le problème de Quinn Simons, c'est que pour le moment, il y a eu une victoire sur le Tour de Wallonie, mais on n'a pas eu en 2022 de grands résultats. C'est-à-dire que ces bons résultats datent quand même plutôt de 2021. Son Tour de France, pour moi, est bon, mais c'est vrai qu'en termes de résultats,
En termes de statistiques, je dirais, c'est pas fou. C'est-à-dire sa meilleure place, je crois, c'est une 11e. La Vuelta, l'année dernière, elle avait été bonne, mais là aussi, à part sa 3e place sur une étape, sinon, il n'y avait pas de grands résultats notables, mais il avait fait un gros travail d'équipier. Le souci, en fait, de Quinn Simon, c'est que c'est un bon coureur, mais qui a du mal à être visible. Et pour moi, c'est peut-être un peu son souci, c'est peut-être là-dessus qu'il va devoir travailler. Il a des qualités, pour moi, sur les courses d'une semaine, il a la qualité de joueur général. Et pour moi, il a aussi des qualités sur les classiques, vraiment, parce qu'il a des grosses capacités d'endurance. Donc forcément, c'est un coureur qui, je pense, devrait plutôt se concentrer sur ces courses-là, à mon sens. Le problème aussi d'un Quinn Simon, c'est que je pense que c'est un coureur qui a été recruté trop jeune par la Trek. C'est un coureur qui est arrivé à 19 ans, 18 ans, 19 ans du côté de la Trek. Et il y a que... Enfin voilà, je pense à un coureur qui aurait mérité d'aller dans une autre formation, une Pro Team, une Continentale pendant 2-3 ans pour vraiment se former. Et c'est un peu le souci du cyclisme en ce moment. C'est que tout le monde veut recruter des coureurs extrêmement jeunes en World Tour, directement en World Tour, alors que je pense que les réserves, les équipes également de Continental ou de deuxième division doivent servir à former ces jeunes coureurs pour que quand ils arrivent dans l'élite, ils n'aient pas besoin d'1 an, 2 ans, 3 ans avant d'exprimer leur talent. Or, c'est un peu le souci aujourd'hui d'un coureur comme Quinn Simon, c'est qu'il a mis un petit peu de temps avant d'exprimer son talent, que c'est pas encore un coureur qui est suffisamment régulier également, mais c'est normal, il a 21 ans, et encore une fois, je le dis assez souvent, 21 ans, tout le monde n'est pas Remco Evenepoel, et surtout, Philippe Gilbert, il n'était pas régulier non plus quand il avait 21 ans, pour ceux qui se souviennent du début de carrière de Philippe Gilbert. Pourtant, Philippe Gilbert a un palmarès qui est énorme. Oui, mais à 21 ans, il n'avait pas grand-chose dans son palmarès. Philippe Gilbert, c'était pas Remco Evenepoel. Donc moi, je pense que c'est un coureur qui devrait être prolongé chez Trek, ou aller rester au moins en World Tour, parce que je pense qu'il y a des qualités pour aller en World Tour. Pourquoi pas également aller par d'équipes américaines qui, je trouve, montent un petit peu ces Human Power Ride Earth. Mais voilà, c'est un coureur qui, je trouve, est arrivé trop tôt en World Tour. Voilà, ça arrive, il y en a quelques-uns comme ça où j'ai le sentiment qu'ils sont arrivés un peu trop tôt. On poursuit avec Juan Pedro Lopez, le coureur espagnol, 25 ans. Super Vuelta de Juan Pedro Lopez parce que il a le maillot rose pendant, je crois, une dizaine de jours. Je crois me souvenir de tête. Et puis, c'était pas simple parce que sur la Vuelta, sur le Tour d'Italie, il avait la pression. Moi, je me souviens qu'à Turin, putain, il s'accroche, vraiment sur l'étape de Turin. Il s'est accroché quand même pendant très longtemps. Malgré tout, il arrive à finir 10e. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas écroulé. Souvent, quand un coureur a le maillot rose, quand il le perd, il s'écroule. Surtout quand c'est la première fois. Et qui ne s'attendait pas forcément à être dans cette situation-là. Parce que Juan Pedro Lopez, quand il arrive sur le Giro, on voit plutôt Ciccone comme leader sur cette course. On ne s'attend pas trop à ce que ça soit Juan Pedro Lopez. Moi, je pensais plutôt que Juan Pedro Lopez aiderait Ciccone. Sauf que ça a été différent. Deuxième place à l'Etna, derrière Kemna. Et Kemna, ce jour-là, fait quand même un sacré numéro. Turin, il fait quand même 10e. 15e au Blockhaus, où il s'accroche également. Il s'est accroché. Et ça lui a permis de résister sur la fin. Je pense que c'est un coureur qui doit progresser sur le contre-la-montre. Ça, c'est un vrai défaut qu'il a, c'est qu'il n'est pas très bon sur le chrono. Et que s'il veut jouer le général des grands tours, forcément, il va falloir quand même passer par là. Et que c'est vrai qu'il ne faut pas négliger aussi qu'en dehors de son Giro, le reste de ses résultats est beaucoup plus modeste. 97e de la Vuelta, 35e du Tour de Burgos, abandon sur le circuit de Gexto et sur la Classica San Sébastien, mais qui était son jour de reprise, c'était son week-end de reprise après une grosse pause après le Tour d'Italie. 11e du Tour du Pays Basque, ça c'était pas mal. Abandon sur le Grand Prix Miguel Indurain, abandon sur le Tour de Catalogne. 43e et 55e de la Drôme Classique et de la Classique de l'Ardèche, et 41e du classement général du Tour d'Algarve. Donc vous voyez qu'en dehors du Giro, c'est pas fou. Après la Volta, c'est pas facile d'enchaîner le grand tour. Surtout qu'il a fini la Volta avec 70 jours de course dans les pattes.
ce qui était énorme, hein, enfin énorme par rapport à la saison 2022. Je pense que c'est des chiffres qu'on va retrouver beaucoup plus sur l'année 2023, vu le nombre de courses qu'on récupère en début de saison. Donc voilà, du côté de Pedro Lopez, moi j'ai envie de voir sa progression, j'ai envie de voir comment il va confirmer. Il ira sur le Tour de France, sur la Vuelta également, hein, pas de Giro pour lui l'année prochaine, avec Tour de Catalogne, Tour du Pays Basque, Tour de la Communauté de Valence. En dehors de l'apparition dans son calendrier du Tour de France, je dirais que son début de saison est assez similaire à ce qu'il a effectué l'année dernière. On remplace juste ce Tour de la Communauté de Valence qui était l'année dernière le Tour de l'Algarve. Bon, du côté de Juan Pedro Lopez, moi j'ai envie de voir comment ce coureur va s'améliorer dans les semaines à venir, dans les mois à venir, voir quelle va être sa phase de progression. Est-ce qu'il restera seulement un pur grimpeur ou est-ce qu'il arrivera également à jouer le général des grands tours? Est-ce qu'il progressera en contre-la-montre sans perdre ses qualités en montagne? Ça, c'est ce que j'ai envie de voir pour un coureur comme Juan Pedro Lopez, surtout qu'il y en a un autre petit jeune qui pousse également dans cette formation, c'est Matthias Skelmose, autre coureur à suivre, 22 ans, le Danois le plus en vue lors des championnats du monde, vainqueur du Tour de Luxembourg, troisième du Tour de la Provence, deuxième du Tour de l'Ain, premier du classement des jeunes, troisième du Tour de Wallonie, également cinquième de la route d'Occitanie, qui a été sur le Giro et qui a bien aidé sur le Giro, 18e sur la Flèche Wallonne, 16e du Tour de Catalogne également, 3e du Tour de la Provence, on l'avait déjà dit, 71 jours de course pour sa deuxième année complète chez les professionnels parce qu'il avait déjà fait 2021. On reprend, petit souci technique. Donc du côté de Matthias Skelmose, c'est un coureur pour moi qui vraiment c'est l'une des pépites de cet effectif. C'est pas un coureur qui est encore en capacité de jouer les grands tours dans un avenir très proche, c'est-à-dire en 2023, je pense que c'est encore un peu trop tôt pour lui. 2024, moi je pense plutôt à 2025 pour qu'il joue les grands tours parce qu'il a quand même 22 ans, ce qui reste un âge assez jeune. Par contre, il est déjà en capacité de jouer la gagne sur les courses d'une semaine. On l'a vu sur le Tour du Luxembourg, mais sur d'autres courses, il a les armes pour le faire. Et surtout, pour moi, c'est un coureur qui est en capacité de gagner des classiques, Skelmose, parce que vu ce qu'il a fait sur les championnats du monde et sur d'autres courses, je trouve qu'il a aussi des qualités sur les classiques. Et moi, en 2023, j'aimerais le voir plus sur des classiques, notamment des classiques ardennaises, Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, parce que sur le Tour du Luxembourg, notamment, il a battu un mec comme Madouas. Enfin, il a battu des mecs qui avaient du bon punch sur cette course. Et vraiment, je trouve qu'il a des qualités dans ce domaine-là. Donc sur les classiques, moi j'aimerais le voir sur des courses d'une semaine aussi. Pourquoi pas le voir jouer le général aussi sur des courses d'une semaine un peu plus difficiles. On peut penser pourquoi pas au Tour de Romandie. On peut pourquoi pas penser à un Critérium du Dauphiné. Voilà, c'est un cours que j'aimerais voir sur ce type de course-là en 2023. Mais Skelmose, oui, ça fait partie des pépites qui sont dans l'effectif de la Trek. Ils en ont quelques-uns. Je trouve Dan Houle également est un coureur qui est très intéressant. Et ça fait partie des coureurs qui doivent progresser en 2023 et sur lesquels on va avoir un peu le regard parce qu'ils vont avoir la pression et que forcément, Skelmose, c'est une des révélations de 2023, donc forcément on aura un regard un focus très important sur lui. Je continue avec Aberasturi. Du côté d'Aberasturi, pourquoi je mets Aberasturi, vous allez me dire parce que la saison 2022 d'Aberasturi, elle est pas folle. 9e des championnats d'Europe, 8e du Championship van Vlaanderen. 4e d'une étape du Tour de Burgos et 2e d'une étape du Tour de Romandie. C'est pas fou en termes de résultats, on est tous d'accord là-dessus. Moi je crois qu'il a eu du mal à passer d'une équipe de 2e division comme Cara Rural
où il y a un peu de pression sur les épaules, mais c'est pas une équipe World Tour. Je trouve aussi qu'on l'a pas mis sur beaucoup de grosses courses. Alors peut-être aussi parce que le début de saison n'a pas été extrêmement réussi et que chez Trek, on a privilégié notamment Peterson sur les sprints. Ce qui fait que Moschetti et Aberasturi sont passés un petit peu... Enfin, on les a pas mis sur des très grosses courses. Aucun grand tour pour lui, je m'attendais à le voir. Pourquoi pas sur la Vuelta, on a privilégié... Mats Pedersen. Et oui, l'année a pas été facile. C'est-à-dire que sur la saison, tu t'aperçois que ça a été compliqué. Voilà, il y a encore. C'est un coureur qui a 33 ans. Moi, je pense qu'il a encore des qualités au niveau du sprint. Mais c'est vrai que c'est fou, c'est qu'un Aberasturi n'a que 15 victoires chez les professionnels. Alors que c'est un coureur qui a déjà plus de 10 ans de carrière. Même s'il a eu en 2015 il était pas chez les professionnels. Ce qui est assez rare, c'est d'être parti du monde professionnel et d'être revenu. Ils sont pas 150 à avoir fait ça, et surtout d'être reparti dans une équipe japonaise, ce qui est pas forcément facile, qui était le Team Okyo, alors qui était hispano-japonais, parce qu'il y avait moitié espagnol, moitié japonais, mais c'était un team japonais quand même de base. C'est une formation qui et c'est un coureur qui n'a pas une carrière facile, et qui est passé par Cara Rural, qui est passé à 2 reprises chez Euskaltel aussi. Aujourd'hui, il a les armes pour être un bon sprinter, mais il faut qu'il les utilise. Et puis, est-ce que Trek est la bonne équipe pour les sprinters? Je ne crois pas, parce que cette équipe, à part Pedersen, a souvent du mal à emmener ses sprinters. Moschetti, par exemple, qui pour moi est un très bon sprinter, et Aberasturi s'est un peu retrouvé dans la même situation, c'est-à-dire rarement emmené dans des conditions nickel. Et cette équipe a du mal à emmener des sprints parfaitement. Et je dirais que même ça a été le problème de Pedersen sur le début de Vuelta, ou Danule par exemple, où le train n'était pas en place. C'est une équipe qui a souvent du mal à avoir un train de qualité pour les sprinters, et c'est vrai que ça n'a pas aidé aussi pour Aberasturi. Mais moi je me disais, bon, comme il a connu Cara Rural, c'est pas l'équipe qui est non plus celle qui emmène le mieux les sprints, je me disais, il va peut-être trouver la solution. Bah non, ça a été un peu trop compliqué pour lui. Giulio Ciccone, ça fait du bien de revoir le Ciccone baroudeur. Il a tenté d'être leader sur les grands tours. Ça n'a pas marché. On va pas se mentir, ça n'a pas été une réussite. Aujourd'hui, il a décidé sur le Tour d'Italie, je pense qu'il a compris. Donc il a décidé de se concentrer sur les étapes. Je pense que c'est un coureur qui est toujours en capacité de gagner des courses d'une semaine. Alors peut-être pas un Tour du Pays Basque ou un Tour de Suisse, mais sur des courses d'une semaine ou de 4-5 jours, genre le Tour de Romandie, par exemple, ou les Tours des Alpes, même, pourquoi pas. C'est un coureur qui est toujours en capacité, je pense, de faire des bons résultats sur ces courses-là. Par contre, il n'a pas la caisse pour tenir 3 semaines. Il n'a pas la régularité pour tenir 3 semaines. Or, pour jouer le général sur un grand tour, il faut avoir la régularité pour tenir 3 semaines. Et c'est le problème aujourd'hui d'un Ciccone. C'est dommage. Il a tenté. Il aura peut-être des remords d'avoir tenté, de se dire j'ai peut-être perdu un an, mais au moins il a tenté. Il n'aura pas les regrets de se dire j'ai pas tenté. Du côté de Ciccone, c'est dommage, parce que oui, c'est un coureur qui avait les qualités en montagne, sauf que pour être un leader sur les grands tours, il ne faut pas seulement avoir des qualités en montagne, il faut avoir déjà des qualités en contre-la-montre. C'est pas son cas, il n'est pas bon sur le contre-la-montre. Il faut avoir des qualités de récupération, ce qui peut-être n'est pas son cas, où il a du mal à être régulier sur 3 semaines. Il faut réussir à gérer ses jours sans. C'est pas toujours facile, on voit que Ciccone, quand il a un jour sans, souvent c'est un jour compliqué. Et puis il faut avoir l'âme d'un leader, et le mental d'un leader, gérer la pression, et c'est pas toujours facile. Surtout qu'en plus il n'a pas eu de chance, Ciccone, c'est qu'il tombe dans une période où à son âge, qui est de 28 ans, il n'y a pas 50 Italiens qui sont capables de jouer le général d'un grand tour, donc il se retrouve un peu seul. On attendait de lui que ça soit la relève de Nibali, vu ses résultats en plus sur les classements de la montagne. Mais un classement de la montagne, c'est pas 3 semaines de course, quoi. Enfin, c'est pas 3 semaines de course, c'est pas tous les jours où vous êtes à l'attaque quoi que lui, quand il a remporté son classement de la montagne, lui, il est à l'attaque tous les jours. Mais ça demande plein de choses, et
il faut croire que Ciccone cochait pas toutes les cases. Voilà. Mais c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, Ciccone, je pense, se sent plus heureux en tant que baroudeur qu'en tant que leader. Et puis je termine avec cette vidéo qui est très longue, du côté de la Trek, on a fait long avec Pedersen. Du côté de Pedersen, 27 ans, c'est un coureur qui aujourd'hui est en pleine possession de ses moyens. L'année dernière, ça avait été très compliqué pour lui, en 2021. Quand je dis l'année dernière, j'ai encore du mal à me projeter sur 2023. Ça avait été une année très difficile, et c'est vrai qu'on attendait de lui qu'il revienne au top. Quelle saison! 82 jours de course, vainqueur dès sa deuxième journée, deuxième de la dernière journée de sa saison. Je crois que c'est compliqué de faire beaucoup mieux, à part un titre de champion du monde. Mais en même temps, avec 82 jours de course dans les pattes, je suis pas sûr qu'il aurait été d'une grande aide sur les championnats du monde, et surtout que l'équipe du Danemark n'a pas fait preuve d'un grand collectif sur ces championnats du monde. C'est une très grande saison, il a battu Bennett. Non, il a été juste battu par Bennett sur la Vuelta. Sur la Volta ensuite, notamment, moi je trouve que ces passes d'armes avec Coquard en début de saison, et même sur la Volta, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis pour certains qui pensaient qu'il avait eu le titre de champion du monde presque par hasard, parce qu'à une époque c'est ce qu'on lui reprochait, moi je trouve qu'il mérite totalement son titre de champion du monde. En plus, ça n'a pas été facile pour lui parce qu'il est champion du monde juste avant la Covid, mais il mérite totalement son titre de champion du monde. Et je trouve que c'est un coureur qui a pris beaucoup de caisses avec ce titre de champion du monde. Et sur l'année 2020, c'est un coureur qui avait vraiment, vraiment progressé. Et aujourd'hui, en 2022, oui, il a fait une très grande saison. Et en 2023, je pense que ça sera la même chose. Et je pense qu'il va collectionner les victoires. Et c'est un coureur qui, par contre, a la particularité de ne pas encore avoir de monument à son palmarès, ce qui est assez surprenant. Milan-San Remo, ou les classiques belges, c'est des courses qui peuvent vraiment lui convenir. Donc peut-être aussi aller gagner une grosse classique ou un gros monument. C'est ce qu'on attendrait également de Mats Pedersen. On passe au maillot 2023, le maillot de cette année 2023. Alors sur la face avant, on pourrait croire que c'est le même maillot que l'année dernière, à part que je crois que les manches sont rouges et que l'année dernière les manches n'étaient pas rouges. Je crois que les manches étaient blanches. Moi, je ne sais plus. Mais bon, c'est à peu près le même design depuis 10 ans du côté de la Trek. Donc on se dit, c'est la même chose, c'est pas très intéressant. Oui, mais c'est l'autre face qui nous intéresse un peu plus, le dos, où là, ils ont décidé de ne pas avoir le même design à l'avant qu'à l'arrière du maillot. Et c'est vrai que sur les vues d'hélicoptère, je pense que le maillot de la Trek, on va le repérer, parce que c'est un rouge déjà qui est plus foncé que Arkea, Ineos et Bahreïn, et que en plus, je trouve que le design est pas mal, vraiment de dos. Et c'est vrai que la teinte blanche, ça a tendance à faire en plus des surbrillances un petit peu au niveau des caméras. Les caméras ont parfois du mal à faire la mise au point avec le blanc. Et donc là, je trouve que c'est intéressant de proposer ce design différent. C'est un peu ce qu'avait fait la Cofidis l'année dernière. Le design n'était pas similaire d'un côté et de l'autre du maillot. Bien là, c'est pareil du côté de la Trek. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!